Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous pour ne rien rater du débat public. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités déjà installés en plateau. Et ce soir, notre descente dans le vaste univers des ambianceurs de la toile, on les appelle influenceurs ou encore influenceuses, suivis par des milliers de personnes. Ils animent les réseaux sociaux à travers humour, mode, gastronomie et tout ce que vous voulez, sauf qu'il n'y a pas que du bon sur la toile. Certains des acteurs s'illustrent par un autre type de business en ligne. Ces dernières semaines, sexe, clash, attaques, déballage font le chou gras des internautes. Est-ce cela, influencer? Quel impact sur la communauté ce soir? Décryptage d'un phénomène de société qui dans la pratique semble remettre en cause les normes éducatives chez nous au Bénin. En tout cas, chacun a son avis sur le sujet. Ce grand rendez-vous pose le débat. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Dans un petit instant, le plateau des points de vue avec nos chroniqueurs déjà installés. Abel Picardi, bonsoir. Bonsoir, Christian Dandillon. Bienvenue, vous êtes observateur et analyste sociopolitique. Merci une fois encore de votre présence sur cette émission. Docteur Bogar Koupaki, bonsoir. Bonsoir Christian et bonsoir à tous. Un plaisir de vous avoir, historien, analyste sociopolitique. Merci d'être toujours au rendez-vous du grand rendez-vous. Et bonsoir à vous, Marc-Johannes Goudianou. Bonsoir Christian, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Journaliste, analyste, sociopolitique, merci d'être là. Et puis notre éditorialiste de tous les temps, Omar Salouf, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. On sera avec vous dans un petit instant pour l'édito, vos constats et votre saine opinion sur la logique que poursuivent les influenceuses et influenceurs qui pullulent les réseaux sociaux chez nous, et ça va grandissant. En tout cas, le débat se fera juste après. Dans cette émission, nos 5 questions seront adressées à un sachant. Nous verrons avec Dr Wenceslas Maoussi ce qu'il en est de la pratique au Bénin. Que dit la législation? Les influenceurs ont-ils des obligations et des responsabilités? L'éclairage de l'enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'université d'Abomey-Calavi est à suivre. Et puis, les réseaux sociaux sont-ils un univers de la socialité pour une vie de débauche? Parole aux créateurs de contenu. Ils seront avec nous. Nous aurons certainement avec eux une meilleure compréhension. Ils définiront leur impact sur le monde du digital. En plateau, nous aurons Gerson Patrice Yemadjro. Il est blogueur. Wilfried Padonou, élu président du mouvement des web activistes de la République. On aura également Nadège Tony Diwan, connu sous le pseudo de Madame Actu sur la toile. Elle est experte en communication digitale. Et puis un juriste, Julio Tometti, qui s'intéresse beaucoup aux questions du digital. Ils seront tous avec nous dans le dernier plateau. Restez avec nous pour tout savoir et tout comprendre. Eh bien, ça vous étonne ce qui se passe sur la toile et vous nous en parlez, Omar Salouf. Oui Christian, ils se font appeler influenceurs, influenceuses et font l'actualité des réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, etc. Eh bien, au Bénin, une frange de la jeunesse reste attentive à leurs faits et gestes et les porte comme des stars accomplies, des exemples de réussite. La notoriété de ces influenceurs et influenceuses est jugée par le nombre d'abonnés, de vues, de j'aime et le nombre de connectés sur les lives. Les lives, c'est pour parler de sa relation toxique ou mielleuse avec son ex. C'est pour présenter son nouveau bijou, voiture, moto, maison. C'est pour se filmer depuis un hôtel 5 étoiles où apparemment tout va bien. Mais derrière cette façade, cette vie pompeuse apparente, se cache bien de réalité. Dans le rang des influenceurs se trouvent ceux qui appâtent les abonnés avec des promesses mirobolantes de richesse.
Il y en a qui n'ont pas fini de régler leur loyer et les factures des besoins quotidiens. Il y en a qui disent être vendeurs ou vendeuses de sel alors que c'est du sucre. Suivez mon regard. Il y en a qui se font appeler coach, mais qui en réalité ont besoin d'être coachés eux-mêmes pour vivre mieux. Ce n'est pas le célibataire endurci qui me dira comment gérer mon foyer. Ce n'est pas celui qui dort encore au salon de son papa qui me donnera des idées d'entreprise pour devenir riche en un temps record. Ce n'est pas l'apparence affichée sur les médias sociaux qui me motivera à souscrire à des offres d'investissement en ligne pour espérer compter des millions et voyager dans les coins les plus huppés de la planète. Ce n'est pas celui qui, à la recherche du buzz, profère sans vergogne des injures malsaines qui me dira la conduite à tenir dans ma vie. Ce que dénonce l'éditorialiste, ce n'est pas la liberté d'expression ou d'action sur les médias sociaux. C'est cette propension à faire croire que l'avenir à Dieu se trouve sur les réseaux sociaux et non à l'école et dans les centres de formation. Et d'ailleurs, que disent les défenseurs et garants de l'éthique sociale à propos? La loi sur le numérique mérite d'être revue pour intégrer un encadrement précis à cette catégorie de créateurs de contenu web avec un organe de censure opérationnel. Dans un pays comme le Bénin où l'éducation familiale et sociale importe beaucoup, on peut oser croire que l'espoir est permis. Les normes sociales semblent être englouties dans le développement fulgurant de la technologie, mais tout n'est pas perdu. La preuve, des influenceurs modèles existent sous nos cieux. Par des mesures sérieuses, nous pouvons nous reprendre et faire des réseaux sociaux des espaces d'apprentissage sérieux et de divertissement sain. C'est signé Omar Salouf. Ainsi s'ouvrent nos discussions en plateau. Chers messieurs, dites-nous, est-ce que vous avez la même vue, la même manière de voir les choses, les mêmes opinions que l'éditorialiste ce soir sur ces observations et ces dénonciations? Je commence par vous, Dr Boga Koupaki. Merci beaucoup. J'ai la même vision du chroniqueur parce que nous sommes arrivés à un carrefour aussi important où les réseaux sociaux, au lieu d'être des espaces d'éducation, d'information, également, je dirais, de bonnes directives, sont devenus des espaces d'intoxication. Vous avez compris que lorsqu'on parle même de ce concept d'influenceur ou même d'influenceuse, l'histoire nous rappelle que dans nos sociétés traditionnelles, on avait eu des personnages qui, quand même, qu'on le veuille ou non, avaient des voix qui portaient au regard même du souverain, qui ont été, d'une manière ou d'une autre, des voix contraires à ce que le souverain pouvait dire. Et même dans la mythologie grecque, on a connu des saints qui, au-delà de tout, avant que le roi ne prenne une décision, devaient quand même se référer à des figures. Dans le royaume du Dahomey, on a connu des personnages aussi célèbres qui ont été du côté du roi, et même après une décision, le roi ou le souverain pouvait revoir. Quand vous prenez même l'église catholique, il y a eu des personnages au sein de la hiérarchie, de l'organigramme, qui étaient véritablement des personnes qui pouvaient donner autre voix. Lorsque nous venons dans notre pays, le Bénin, parce que vous savez que nous avons, voilà, exactement, nous avons plusieurs pans. Quand on parle d'influenceurs, il y a des influenceurs sociaux, politiques, religieux, je dirais même des influenceurs. Oui, mais c'est là où le bas blesse, c'est des influenceurs de cesse. Lorsque je prends par exemple une figure emblématique dans la politique de notre pays, le renard de Diakotomé, on a connu un personnage tout le temps. On peut tout reprocher au président Bruno Amoussou, mais vous n'allez jamais voir Bruno Amoussou aller insulter quelqu'un dans une place publique ou à une place publique, ou même dans une prise de parole. S'il va le faire, il le fera avec
avec de l'humour ou avec de la chanson. Pour répondre à X ou à Y, on a connu le renard de Djeregbé, qui ont été quand même d'une manière ou d'une autre des personnages révélés dans notre pays. Tout le temps de la scène. Exactement, mais qui ont été d'une manière ou d'une autre perçus comme des personnages influenceurs. Quand nous prenons le monde social, nous avons vu de par le passé, en dehors des personnages de la société civile, des syndicalistes, on a vu également ces gens-là qui ont travaillé, je ne vais pas donner de nom, mais lorsqu'on vient au concept simple. À cette époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Mais il y avait les réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou non, il y avait des médias traditionnels, mais il y avait des espaces. C'est parce que vous savez faire quelque chose qui vous suit. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? La frange de la population qui se met sur les réseaux sociaux, elle est comprise entre 20 et 40 ans. Lorsqu'une société sérieuse veut travailler pour le lendemain, pour le futur de son pays, on ne permet pas à des gens qui, au-delà de rater pratiquement leur vie, parce que c'est la période où on se construit. Et on voit ces jeunes pratiquement sur les réseaux sociaux, le lendemain les yeux rouges, quand est-ce qu'ils vont construire leur famille, quelle éducation pour les enfants, leur progéniture, comment est-ce que nous sommes en train de construire demain, si au niveau de notre éducation socio-traditionnelle, comme le disait Oumar Salouf, quand est-ce qu'on aura véritablement le pouls ou véritablement avoir une ligne pour suivre notre éducation? Ça vous désole? Ça me dérange et la grosse interrogation, mais c'est visiblement, ce sont ces gens qui, au nom de telle quantité de vues ou ça, les entreprises qui n'ont plus la manière d'aller de communiquer, se refaire à ces gens pour faire de publicité alors que... C'est un aspect que nous avons abordé. Oui, première réaction, la vôtre en Picardie. À chaque période, c'est meuse. À chaque période, c'est canaux de communication. À chaque période, c'est réalité, je dirais, de pouvoir parler à la société. Nous sommes aujourd'hui, que nous le veuillons ou pas, dans l'ère de la communication à grande échelle. Le Bénin ne peut pas s'extraire de cette réalité qui est globale, qui est mondiale. Les influenceurs sont aujourd'hui pour notre société, la société béninoise, un atout, mais en même temps un problème. Un atout en quoi? Un atout dans le sens que, je dirais, il y a beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de possibilités d'expression lorsqu'ils sont organisés, parce qu'ils ne sont pas autant censurés que les médias actuels. Nous parlons de démocratie, mais nous savons aussi que notre démocratie a aussi ses penchants Non, la démocratie, est-ce la liberté de tout faire, non, de tout dire? Non, je viens. Oui, allez-y. Mais sur ces canaux, il y a des choses que nous découvrons, nous-mêmes en tant qu'acteurs de la société civile, vous-même en tant que journaliste, Dr Boga et chacun des citoyens, il y a des choses qu'ils ont la possibilité de dire que nous ne pouvons pas dire, nous autres ici. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je constate que l'influence aujourd'hui a trois visages. L'influence saine, l'influence perverse et l'influence mafieuse. Je m'explique. L'influence saine est menée par un certain nombre d'acteurs je dirais, de ce secteur-là qui, de façon consciente, communiquent avec les populations, communiquent avec les abonnés, communiquent avec leur communauté, avec de la vraie vérité, pas de l'intoxication. L'influence perverse, et c'est ce que nous constatons le plus au Bénin, et là je suis d'accord avec Dr Boga, et c'est ce qui me frustre moi aussi, ce sont des gens qui se lèvent, qui sont sur la toile et qui disent que bon, l'autre là, les insultes, les déballages, les insultes, les déballages, la mise en place de la vie privée de l'autre, tout en oubliant qu'il y a des règlements par rapport à la protection de la vie privée. Ce qui me cœur le plus dans cette catégorie d'influence perverse, c'est le fait, M. Christian, que beaucoup d'entre ces personnages qui sont dans l'influence perverse, quand je regarde le niveau, je dirais, intellectuel et je dirais d'éducation, je ne parle pas d'éducation traditionnelle, mais d'éducation... oui, vous parlez de l'enseignement. Oui. Je me rends compte que c'est des gens qui n'ont pas eu un grand niveau. Et la foule là, et puis
ça s'insulte. Mais est-ce que c'est pas ça qui marche? Est-ce que c'est pas ça qui marche? Bizarrement, c'est eux qui ont le plus de buzz. Oui, justement. Ceux qui insultent, ceux qui pervertissent le prochain, ceux qui, à l'étranger, salissent l'image de notre pays, le Bénin, qui est un pays de valeurs. Ceux qui... Mais ce dont nous parlons, est-ce que c'est propre au Bénin? Non, nous parlons de la jeunesse africaine. De façon globale, oui, mais quand on prend le cas de notre pays, mais écoutez, nous sommes dans un pays où il y a des valeurs, des valeurs morales. Et ces valeurs morales sur la toile avec ces influenceurs, et là je rejoins encore Dr Boga, ces valeurs sont foulées aux pieds. On s'en fout. Mais qu'est-ce que vous en dites, Marc Johannes Goudianou? C'est vrai qu'ils ont envahi les réseaux sociaux, ils prennent parfois, je sais pas, ils gagnent très bien, ils disent qu'ils gagnent très bien leur vie en faisant ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, et ça amuse beaucoup, et quand ils regardent, liker, apprécier, regarder les vues que j'ai, mais quand vous regardez tout ça, est-ce qu'il faut s'en plaindre? Aujourd'hui, c'est vrai que reconnaissons tous que nous sommes unanimes sur la question où on est à l'ère du numérique. Et à l'ère du numérique, ce sont les réseaux sociaux qui occupent beaucoup plus la plateforme. Même si nous revenons à notre profession en tant que journaliste aujourd'hui, vous allez voir qu'aujourd'hui, ce sont les médias en ligne aujourd'hui qui sont plus priorisés que les médias conventionnels qui existaient autrefois. Et donc, à l'ère du numérique, il y a cette mondialisation qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux. Et donc, avec l'avènement d'un outil qui est très sensible aujourd'hui, on veut parler du TikTok, puisque les réseaux sociaux, ça englobe beaucoup encore d'outils qui regorgent les réseaux sociaux, mais l'outil le plus indispensable aujourd'hui ou qui arrive à mobiliser assez de monde aujourd'hui, c'est TikTok, reconnaissons-le. Mis à part Facebook, Telegram, Instagram, et ainsi de suite. Mais TikTok aujourd'hui donne accès à une cible tellement variée et dont l'algorithme est tellement minutieux qu'il arrive à vous orienter vers les cibles que vous-même vous désirez. Parce que, je vous donne juste un exemple simple, il suffit juste que vous avez sur TikTok et que vous saisissez régulièrement un mot, par exemple, généralement les vidéos que vous aurez, les contenus que vous aurez auront beaucoup plus rapport à cela. Et donc, la plupart des influenceurs aujourd'hui ou influenceuses surfent sur cet algorithme-là qui leur permet en réalité de pouvoir, en tout cas, mobiliser un auditoire qui est varié. Vous pouvez avoir du plus jeune garçon au plus intellectuel qu'il faut. Mais là où le problème se pose réellement aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que tous ceux qui sont en train d'influencer aujourd'hui le monde, ou même particulièrement le Bénin lorsqu'on arrive à notre cas, est-ce que ce sont des influenceurs ou des influenceuses qui arrivent à toucher les points les plus importants de la classe sociale? Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, beaucoup plus, lorsqu'on prend, on hiérarchise les influenceurs ou influenceuses qui se trouvent au niveau de nos réseaux sociaux, particulièrement si TikTok, on voit qu'il y a peu qui attaquent beaucoup plus, qui font des contenus éducatifs. Donc, du coup, ça pose de réels problèmes. C'est ça, parce qu'on peut influencer, bien sûr, on ne peut même pas être contre le fait que les internautes ou bien les influenceurs puissent influencer leur auditoire, puisque leur rôle principal également, c'est d'influencer à travers des contenus, que ce soit des contenus politiques, éducatifs, sociaux, ainsi de suite. Donc, du coup, on a besoin de ça pour pouvoir impacter la jeunesse aujourd'hui, puisque toute la jeunesse, compris, même les aînés aujourd'hui, sont obligés de rester connectés tout le temps sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est un outil qui est devenu très incontournable dans le milieu où nous sommes. Alors, le problème qui se pose réellement est que, est-ce que la plupart de ceux qui font ces contenus arrivent à mettre des contenus qui répondent aux besoins essentiels de cette classe de la jeunesse, aux besoins essentiels de tous les citoyens en général? Ce n'est pas le cas, parce que la plupart d'eux font des contenus qui sont des contenus un peu distractifs, qui sont des contenus qui n'arrivent pas forcément à toucher les réels problèmes. Lorsque nous évoquons par exemple quotidiennement au niveau de la presse écrite ou au niveau des télévisions, on arrive à évoquer des problèmes qui touchent le villageois qui est à Tchoumi, qui touchent l'agriculteur qui est à tel ou tel, mais la plupart d'eux ne font pas des contenus qui éduquent en réalité. Ils sont beaucoup plus dans le divertissement. Et là, ça pose problème aujourd'hui. Et là, ils vont même à l'excès de ce qu'ils doivent même faire véhiculer, le message qu'ils doivent véhiculer, ils vont même à l'excès. Mais là où le problème se pose, c'est que
il se pose de savoir quel est le rôle que jouent nos gouvernants à travers le code du numérique et à travers beaucoup d'autres. C'est un point que nous allons aborder au fur et à mesure que nous évoluons dans cette émission, sur ce plateau. Oui, Omar Salouf, des dénonciations, vous avez cité un certain nombre de choses. Apparemment, vous, ça vous écœure totalement tout ce qui s'y passe, mais il n'y a pas que du mauvais sur la toile. Le mauvais a pris le dessus sur le bon. Oui, le mauvais a pris le dessus sur le bon. TikTok existe pratiquement dans tous les pays, sauf dans les pays où c'est totalement interdit. C'est totalement interdit. Facebook existe partout, WhatsApp, Instagram, Telegram, ça existe partout. Mais on constate que pendant que les autres sont préoccupés par leur évolution, par ce que le développement personnel. Nous ici, les jeunes sont préoccupés par les histoires bizarres, les bazars de Balthazar et tout. On est plus préoccupés par ça, on est plus dans ça. Et Marc a parlé d'algorithme, c'est que quand il y a demande, il y a offre. Qu'est-ce que le public demande? On demande beaucoup plus les histoires liées au sexe, les histoires entre deux ex-copains, deux ex amoureux qui ne sont plus ensemble. On cherche à comprendre ce qui s'est passé pour qu'ils ne soient plus ensemble. On cherche à comprendre qui a raison, qui a... Et on vous donne rendez-vous. On vous donne rendez-vous sur la toile à une certaine heure. Ils sont nombreux à être connectés, mais dans le même temps, quand à côté, je prends Dr Boga Koupaki qui annonce une conférence sur TikTok à telle heure pour comprendre un peu une thématique donnée, il ne verra pratiquement personne. Alors que là où ça parle sexe, ça parle indécence, ils sont 40 000, 50 000 à être connectés. Et donc, il faut déjà apprendre à nos jeunes qu'il y a des priorités ailleurs. Il y a des choses qui devraient les préoccuper plutôt que ces conneries-là. Moi, j'appelle ça conneries, excusez le thème. Plutôt que de s'accrocher à ces histoires-là qui ne les aident pas à avancer. Et là où il y a encore plus le drame, c'est que dans les apparences, ces gens-là veulent montrer à nos jeunes qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école, qu'on n'a pas besoin d'aller se faire former et qu'en restant sur les réseaux sociaux, on peut se faire de l'argent. En ayant beaucoup de vues. En ayant beaucoup de vues, parce que c'est même payant, c'est même monétisé. Voilà, c'est le mot. C'est même monétisé. Et de ce fait, les jeunes ont envie d'oublier les parents. Ils ont envie d'oublier les centres de formation. Facile. Est-ce que c'est ça qui amène beaucoup? Oui. Il y a des influenceurs, des soi-disant influenceurs qui même appâtent les jeunes, qui disent qu'il y a une opportunité d'investissement ou d'affaires et une fois connectés, ils expliquent leur schéma là. Les gens s'investissent dedans, payent pour suivre d'abord la formation, ensuite c'est pour payer des frais, ensuite c'est pour investir et donc d'un jour à l'autre, ce que nous avons connu par le passé où on a dit les placements et tout, ça se fait maintenant en ligne et un jour on se rend compte que ça n'a donné ni intérêt et on n'a pas pu récupérer ces mises. Et donc dans ces situations, il faut régler les problèmes étape par étape. Toi qui es sur les réseaux sociaux, tu dis que tu fais de l'investissement, tu fais tout ce qu'on veut. Il faut que l'État se penche sur ça pour réguler un peu l'intervention de ces jeunes. Oui, attendez, oui, non, vous allez réagir. Je ne vois pas tout en noir sur le tableau. Oui. Pourquoi je le dis? Au-delà de toute chose, ce que moi j'incrimine, ce que je condamne, ce que je ne supporte pas, ce que je ne supporterai jamais, c'est l'aspect de l'influence perverse qui n'éduque pas nos populations, nos jeunes. C'est cela même et aussi l'influence mafieuse. Oui. L'influence mafieuse, comment je la définis? C'est cette influence-là qui passe par les réseaux sociaux pour faire du blanchiment d'argent. J'ai tel 1000 vues, j'ai tel 1000 vues. Au fond, il ne gagne pas grand-chose, puisque au Bénin, les GAFA ne monétisent pas directement au Bénin. Disons-le, nous ne sommes pas dans les pays listés pour être monétisés. Donc, lorsque quelqu'un dit, moi j'ai tel 1000 vues que je gagne 50 000 francs par jour, ou bien 100 000 francs par jour, ou bien 200 000 francs par jour, je ne me pose la question. Le gars, il gagne près de 15-20 millions par mois, ou bien 30 millions par mois. Or que le Bénin n'est pas légalement dans les pays monétisés. Posons-nous encore la question. Il y a aussi un fonds de mafia et de blanchiment d'argent qui utilise ces réseaux-là. Dernière chose. Si
si le secteur était encadré, si le secteur était bien surveillé, moi je ne pense pas que c'est un mauvais secteur. Parce que les blois, ce secteur aujourd'hui a récupéré des jeunes qui sont conscients et qui sont dans le secteur, qui se font entrer en griffe de l'argent. Ils se font des rentrées d'argent. Oui. D'argent de façon en vendant, en faisant la vente. La vente, oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui sont utilisés aussi pour faire de la pub, pour certains produits. Excusez-moi, ce que nous sommes en train de dire, je suis très sérieux. Ils sont tous sérieux. Je suis très sérieux en le disant. Nous devons nous poser véritablement la question de savoir qui influence, dans quel environnement, et véritablement, quelle influence? Parce que quoi? Tout ce dont nous sommes en train de dire ici, reconnaissant sur ce plateau que nous sommes à l'ère du numérique. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Le numérique qui, aujourd'hui, dans nos administrations publiques, nous facilite beaucoup de choses. Dans les échanges entre les humains, nous facilite beaucoup de choses. Dans les recherches, même pour les élèves, les étudiants, nous facilite beaucoup de choses. Au niveau même des professionnels, facilite beaucoup de choses. Nous connaissons tous ici la valeur, l'opportunité, les exigences à l'aune du numérique et tout ce qui va avec les avantages. Nous sommes en train de dénoncer ce matin, et ce soir plutôt, ce qui véritablement est en train de réduire, de noircir tout ce qui est en train d'embrouiller notre société. Et nous sommes partis de l'existant, d'accord, de nos réalités familiales. L'éducation, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, est revenue sur d'autres pans. Quand quelqu'un essaie de corriger même son enfant à la maison aujourd'hui, vous allez voir ça sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit souvent? Un individu, un Béninois lambda qui arrive à avoir un accident de circulation, personne ne s'occupe de lui. Mais vous voyez les photos sur TikTok, vous voyez comment est-ce qu'il est en train de mourir et personne ne va l'assister. Inhumain. Tout ce dont nous parlons aujourd'hui, qui est influenceur? Et les éléments, les cas que j'ai cités tout à l'heure, j'ai donné des exemples où ces personnages ont un certain niveau. Pikati a bien rappelé tout à l'heure que ceux-là qu'on voit sur la toile, 80-90% sont des personnes qui ne doivent pas donner de leçons à qui que ce soit. Parce qu'ils n'ont pas forcément un niveau. Mais on a des 10%, comme l'a dit également, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas la formation pour influencer. Pour influencer. Donc qui influence? Qu'est-ce qu'on veut influencer? Et vous êtes venu sur la question de la mafia et du business qui est derrière cette affaire-là que nous sommes en train de dénoncer, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, dans notre société béninoise, où nous sommes en train de projeter le développement durable, il faut que les Béninois soient au travail. Parce que quoi? Sous peu, et l'éditorialiste l'a dit... Mais ils sont au travail? Non, pas, matériel non, pas du tout. Tourner leur vidéo. Pas du tout. Et vous les voyez? Ce n'est pas pour le pays. Derrière leur téléphone. Christian, ce n'est pas pour le pays que ça se fait. Non, tout ça, on ne refuse pas. J'ai dit même des professionnels, ça arrange le numérique. Je dis bien que ceux-là qui se disent influenceurs, sur des questions de mafia, de business, de perversité, des déformations sociales, nous sommes incapables d'accepter ça. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Et je dis, donc il faut mettre l'accent sur ça. C'est mauvais, c'est qu'il faut dire que c'est mauvais. Ce n'est pas le législateur seul. Ce n'est pas le législateur seul. Je n'ai pas fini. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Nous sommes en train de promouvoir, malgré l'éditorial qu'il a dit tout à l'heure, sous peu, je suis un éducateur. Quand vous voyez les écoles aujourd'hui, avec tout l'investissement du gouvernement, que nous apprécions au passage, surtout avec les filles à l'école, on a aussi les bourses aujourd'hui pour des filles dans des zones données. Il y a tout un travail. Et vous voyez ces enfants-là qui refusent d'aller à l'école avec tout l'accompagnement pour se réfugier sur les réseaux sociaux, pour aller faire de n'importe quoi, du cestap entre griffes dans les écoles. Et ce sont ces personnes-là. Il faut arrêter ça maintenant et savoir que l'éducation... Comment arrêter? C'est d'abord de faire le débat comme nous le faisons. C'est de ne pas dire que il y a du bon, d'accord, il y a du bon, mais en régnant le mal. Le mal, c'est que ce n'est pas à un célibataire qui peine à survivre, ce n'est pas à lui de me dire comment gérer mon foyer. Ce n'est pas à quelqu'un qui n'a pas été à l'école suffisamment, ce n'est pas à lui de me dire
comment m'arranger pour être grand homme dans ma vie. Non, pas pour dire aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui sont quand même. Oui, mais ça, on peut les comprendre. Voilà. Quand on prend le cas des réseaux sociaux, Exactement. il y en a beaucoup qui ont un niveau même pas moyen et qui s'érigent en donneur de leçons, qui s'érigent en coach, en développement personnel. Fait des expériences. Non, qui veulent pas. Écoutez, pour accéder à des formations, pour accéder à des formations de coaching. de l'école, l'éducation aussi. D'accord, la rue éduque. C'est de ça qu'il s'agit. Notre rue béninoise n'éduque pas de cette manière-là. Moi je suis d'accord. La rue béninoise, je n'ai pas comme ça. Je suis d'accord que le secteur s'assainisse. Oui, vous avez posé une question tout à l'heure, excusez-moi. Attendez, oui. Vous avez posé une question. Comment réguler, comment encadrer? Ce qui est merveilleux dans les questions de réseau et d'Internet, c'est qu'il y a possibilité pour un gouvernement de demander qu'un certain nombre de types de contenus ne soient pas dans son pays. Mais mieux, le gouvernement, si le désordre continue, peut demander que tel type de réseau ne soit plus dans mon pays. Mais écoutez, cette semaine... Est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics ont un regard sur ce qui se fait sur les réseaux sociaux chez nous? Est-ce que vous avez le sentiment que le législateur, le pouvoir public, l'État, les structures qui sont en place ont véritablement un vrai regard sur ce qui se fait, ce qui est diffusé, les publications sur les réseaux sociaux? Ce qui se fait, je suis le regard du gouvernement, et qui veut se fâcher s'en fâche, est que le regard du gouvernement est beaucoup plus sur les questions politiques. Lorsque ces influenceurs, puisqu'ils ont une grande communauté, lorsqu'ils attaquent les questions politiques, non. On fait comment bosser les ils ont la communauté. À chaque fois que ces influenceurs font des dérapages politiques, ah ben vous entendez ces personnes la loi sur aucune élection ne se gagne sur les réseaux sociaux. Ah non, il y a des élections qui se gagnent sur les réseaux sociaux. Même cette semaine. Oui, on en a vu, mais ça. Oui. Vous savez, en Roumanie. D'accord. je vous l'ai dit, aujourd'hui, sur la toile, nous avons toutes sortes de catégories d'influenceurs. Oui. Mais même lorsqu'on part, même des autres réseaux sociaux, Facebook et autres, l'État a un œil à viser là-dessus. Ou parfois, des contenus que vous faites sont suivis à la lettre. On a même vu des histoires où, même parmi ces influenceurs, il y en a qui ont été mêlés à des scandales, d'accord, et qui ont été arrêtés. Il y en a même qui sont en prison actuellement à cause de leur contenu. Ça veut dire que déjà, le pouvoir en place est en train de faire un travail, mais qui est insuffisant. Insuffisant en quelle matière? Lorsque je prends la lutte contre la cybercriminalité, il y a un certain nombre d'outils qui sont à la disposition de l'État pour pouvoir quand même contrôler un certain nombre de dérives dans le secteur. Alors, pourquoi ne pas également mettre en place, d'accord, une structure ou une cellule spécialement conçue afin de pouvoir surveiller les dérives de part et d'autre sur les réseaux sociaux? Parce que là où le mal est beaucoup plus ancré, c'est qu'il y a des enfants de bas âge qui arrivent à se connecter ou bien qui arrivent à suivre ces contenus à base à partir des portables. Et donc là, ça pose le problème entre l'éducation qui est donnée à ces enfants depuis la base par les parents, l'éducation qui est donnée au niveau de l'enseignement, au niveau des collèges et lycées, et maintenant l'éducation que ces réseaux sociaux sont en train de leur donner, qui ne sont pas en réalité une bonne éducation. Et dans ce cas précis, les enfants sont mélangés. Ils sont dans le doute. Parce que tout le monde n'a pas cet esprit de discernement. Et il faut avoir un certain âge d'abord, avant d'avoir ce discernement, de savoir que, attention, ce qu'ils sont en train de véhiculer là, ce n'est pas un bon message, et il va falloir faire le tri pour trier le mauvais grain de livret. Donc du coup, les enfants n'ont pas forcément cette mentalité-là, en tout cas cette capacité de pouvoir faire ce discernement. Et donc c'est là rentre le rôle des parents. Les enfants sont dans une famille. Oui, c'est là rentre le rôle des parents. Non, mais les parents n'arrivent pas à tout cerner. Vous imaginez, tout à l'heure, Boga a dit, des enfants qui sont dans des collèges, d'accord, mais qui arrivent à faire
la prostitution en ligne, justement. et les parents ne sont pas informés. On en a vu avec et les donc, CESTEF cette prostitution, dans nos écoles, pas du tout. Ça part des réseaux sociaux. Ça part des réseaux sociaux. Et ça part également de l'influence que donnent ces pseudo-influenceuses sur les plateformes. Parce qu'elles affichent une vie qui n'est pas forcément totalement la réalité. Qui n'est pas, il faut le reconnaître également. La vie qu'elles affichent n'est pas totalement la réalité de ce qu'elles vivent. Parce que généralement, au niveau des réseaux sociaux, les gens affichent en réalité ce qu'ils ne vivent pas dans la réalité. Et donc, ce qu'ils espèrent. Et donc, parfois, on tombe tous dans le piège, parfois pas nous tous, mais la majeure partie des internautes tombent dans le piège et se disent que, ah, donc ça veut dire que je peux réussir ma vie. Exactement. Il n'est pas fini. Et donc, il faut forcément que le gouvernement commence à censurer en mettant en place une cellule qui puisse quand même contrôler. Moi, je dis, il faut forcément la relecture de la loi sur le numérique. Je le dis, pas forcément à cause de nous, professionnels des médias, pas seulement à cause des professionnels des législateurs qu'on peut régler. Oui, mais pour pouvoir régler, en famille, on ne peut pas forcément totalement tout régler. Parce que lorsqu'il y a des barrières qu'il faut imposer, par exemple, dans l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple, c'est le gouvernement qui a la capacité de pouvoir le faire. Les parents n'ont pas forcément totalement cette capacité, parce que ce que l'enfant va faire au dehors, tu ne maîtrises pas totalement tout. Il a peut-être des camarades qui vont donner des portables. Exactement. Donc, il faut que ça parte de là. Et également, les parents, déjà de leur position, vont pouvoir également jouer leur... En fait, la responsabilité est partagée. C'est partagé à partir déjà du fait qu'il faut censurer les influenceurs. Il veut forcément placer. Allez-y. Vous avez fait une question tout à l'heure de savoir la responsabilité de l'État. Les uns les autres ont commencé par le dire. Ce qu'il faut faire, tout simplement, oui. Les dirigeants actuels font déjà un travail pour ce qui est cas grave, dénoncer. C'est après que c'est dénoncé que l'État... Exactement. Mais ce qu'il faut, je ne pourrais pas avoir TikTok sur mon téléphone. C'est pas possible. Ça, c'est personnel. Mais ce que l'État peut faire dans ce sens, actuellement, nous faisons, puisque nous avons dit même que si les gens font... sur votre téléphone, on fait des captures de vidéos de TikTok et qu'on partage sur d'autres réseaux. Vous êtes impacté. Non, pas du tout. Parce que vous n'êtes pas sans savoir. Je crois, tasse pas mes mots, ici... je crois que c'est en 2024, le ministre d'État est sorti pour rappeler combien est l'ARCEP avec le point des milliards d'achats d'Internet qui ont été faits par la jeunesse de notre pays cette année. Et comment est-ce que vous pouvez penser qu'on travaille, on a les moyens pour ça? Et ce que je voudrais dire par rapport aux responsabilités, l'État actuellement doit pouvoir permettre à ce qu'on arrête TikTok. On demande maintenant, on arrive à avoir... On ne peut pas arrêter. Non, ce que j'ai... Écoutez-moi. Il faut avoir le courage de m'écouter. Je dis, on arrête tout. Ceux qui veulent aller sur TikTok ont des processus à respecter. Vous devez quand même, pour aller sur TikTok, vos données personnelles et votre refus, bien identifier les domaines d'activité que vous êtes donné pour mener. Pour que, en son temps, vous voyez aujourd'hui des gens qui arrivent à vendre en ligne, je n'ai rien contre ces personnes-là. Ils sont en train de faire du business sain. Mais au même moment, nous avons des tasses que ceux qui sont dans les boutiques au bord de la voie, on les envoie des impôts, des tasses. Mais ceux-là, qu'est-ce que l'État fait pour l'économie de mon pays? Qu'est-ce que l'État fait exactement? Christian, sur la question, qu'est-ce que l'État fait? Vous avez enlevé votre chapeau? Oui, il avait enlevé ses lunettes parce qu'il avait ses lunettes. Qu'est-ce que l'État fait pour que les GAFA puissent aussi être taxés dans notre pays? Nous taxons les pauvres et nous n'avons même pas le courage de parler aux grands. Non, si on doit taxer ces jeunes-là, qui sont quand même, il faut le dire, nous sommes en situation de chômage au Bénin. Si on doit les taxer, il faut que notre État montre l'exemple en taxant aussi les GAFA. Vous avez fini. Écoutez, je reviens sur la responsabilité de l'État. Allez-y. L'État a une grande responsabilité. Oui. Même si on ne supprime pas TikTok, même si on ne prend pas les mesures dont parle Boga, la suppression, on peut mettre en place aller à la suppression. Un mécanisme de censure. Vous savez, dans nos communautés, on en a besoin. Quand on veut parler, Picardie, dans nos communautés, quand on veut parler, on dit souvent Canfla.
quand on veut sortir un certain mot. Les mots vulgaires ne sont pas de notre société. Et donc, la censure devrait commencer par là. Quand tu fais une vidéo ou quand tu fais un contenu sur TikTok ou quel que soit le réseau social et que tu sors des mots vulgaires, c'est déjà objet de censure. Si on commence par là, je crois qu'ils vont se ranger un peu. Parce que quand on parle des ventes en ligne, quand on parle des ventes en ligne, parce qu'il y a des politiciens même qui s'asseyent avec des jeunes filles. Il faut censurer tout ça. Quand on parle des ventes en ligne, j'ai fait un constat, principalement sur Facebook. Quand quelqu'un a quelque chose à vendre, quelle que soit la beauté de la chose, pour faire une publicité autour, il est obligé de partir d'une histoire de cesse pour accrocher le. Puisque c'est ça qui accroche. Voilà. Si les acteurs politiques. C'est le fait d'en faire une norme. Si ça accroche, on ne sera pas tous ici en train de. Oui, c'est le fait d'en faire une norme. Ici, c'est le 229 là. Qui est dangereux. On ne va pas faire des sujets de cesse, des sujets de sextape et tout, des normes de notre vie. Et donc, il faut régler le problème de sorte que les censures prennent en compte les mots, quand on va sur Facebook, les mots-clés. Quand on dit un certain mot, Facebook censure. Et donc, ça devrait venir au Bénin, quel que soit le réseau social. Et même sur WhatsApp, donc la question de réinitialiser, s'il vous plaît, s'il y a des politiciens, des acteurs politiques, des candidats à la présidentielle de notre pays, il faut censurer tout cela. Écoutez, il faut censurer. Moi, je n'ai pas compris. Je pense que certainement que Kadi dénonce quelque chose. Ce que l'on dit ici, je n'ai pas compris. C'est Kadi qui l'a embrouillé. Non, excusez-moi, je n'ai pas compris. En dernier ressort, il faudrait qu'on éduque beaucoup plus nos enfants. C'est vrai, l'éducation à la maison. Les enfants sortent, ils vont à l'école, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Des enfants ont des téléphones ça dépend que de les parents même ignorent. Oui. Des enfants ont des iPhones, surtout nos jeunes petites filles qui ont des iPhones et que les parents même ignorent. C'est ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux. Non. Il y a des influenceurs en sourdine qui influencent nos jeunes filles, nos petites filles, qui sont dans le rôle de proxénètes, qui sont en train de les influencer. Et puis, toi, parent, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que ton enfant a un iPhone, dernier cri, alors que toi, tu as un Infinis que tu manipules difficilement. difficilement la charge. On a constaté que la l'homosexualité qui est aujourd'hui le débat, parce que on voit des gens sur la toile qui se disent moi je suis un homme, alors qu'on voit dans notre société, on voit que c'est une femme debout. Le gars, c'est un mec, mais il s'habille en femme, il fait tout en femme. Et il dit quand même que ces gens-là vont influencer vos enfants. Et il a la possibilité de voyager, exactement. De prendre des avions. Pourquoi on ne demande pas à X ou à Y, d'accord, qui ne fait rien, qu'on voit sur la toile, quelle est l'activité, d'accord, que ce dernier mène pour pouvoir se déplacer, faire telle chose, parce que on a vu dans ce pays où on est allé voir le compte des gens pour dire vous avez tel montant dans votre compte, vous avez trouvé ça où, venez vous expliquer. Mais comment ça se passe et que des gens qui ne mènent aucune activité. C'est le volet mafieux de la chose. Donc du coup, il est important de savoir que le Bénin, dont nous rêvons demain, d'un développement durable, que tous les Béninois et toutes les Béninoises doivent pouvoir travailler de façon saine en oubliant ces dégamages, en oubliant ces irresponsabilités, en oubliant ces perversités, en oubliant ces business qu'ils sont en train de faire, alors, en oubliant est-ce qu'il est possible, la contradiction sociale, sociétale, est-il possible pour travailler de changer de trajectoire la courbe? Exactement, on peut changer. On peut changer. Oui. Et je l'ai dit tout à l'heure. Je vais revenir là-dessus. Oui. Je ne le dirai pas assez. Il faut réinitialiser ces réseaux sociaux, surtout TikTok. On s'est vu un matin que les choses ont changé. Nos numéros sont allés à telle chose. Ça a été fait. Un bon matin, on peut changer. Et pour dire,
les TikTok c'est bloqué. Si quelqu'un veut maintenant installer les réseaux sociaux, vous donnez toutes les précisions sur votre personnalité, identité, les activités que vous voulez mener et les exigences que cela doit pouvoir mener. Et ce qui est important d'ajouter, c'est quoi? Nous avons une société aujourd'hui où cette question de correction au Bénin, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, lorsque vous rentrez dans la société, si vous faites quelque chose qui n'est pas bien, une tierce personne peut vous interpeller, peut vous corriger. Mais aujourd'hui, quand vous le faites, déjà on dit il y a une loi. Vous allez même sur la toile aussi. C'est compliqué. Oui, je voudrais dire qu'aujourd'hui, admettons, les réseaux sociaux sont incontournables. La seule chose qui reste à faire, c'est comment essayer de corriger les différents tares qui sont au niveau de ces réseaux sociaux à travers ces influenceurs-là. Il faut que le gouvernement, à travers un programme, commence à encourager les créateurs de contenu éducatif, de contenu de développement personnel. Et du coup, ça va commencer par décourager ceux qui continuent alors à pouvoir faire cette influence qui est vraiment négative. Parce que cette influence va jusqu'à toucher même la profondeur de notre racine familiale. Et donc, c'est déjà très dommage. Et donc, il va falloir quand même que le gouvernement puisse quand même prendre sa responsabilité et essayer de régler ce problème. Parce que nous sommes tous complices. À travers même les entreprises qui essaient de faire des publicités à travers ces influenceurs qui n'apportent aucun contenu qui soit éducatif. Juste parce qu'ils ont de la communauté, ils sont obligés de prendre par eux pour pouvoir faire leur publicité, alors qu'ils ne sont pas en eux-mêmes des vecteurs d'éducation ou bien de bonnes mœurs. Et donc, il va falloir corriger cela. Et même ceux qui arrivent à les suivre et arrivent à même leur envoyer de l'argent, à leur permettre de pouvoir monétiser leur compte, je pense que la responsabilité, elle est partagée de tous. Et il faut que chacun puisse quand même essayer de régler le problème depuis le bas âge, à travers même également le pouvoir en place qui doit mettre des dispositions de sanctions. Éduquer les enfants, leur dire que celui qui n'a pas été suffisamment à l'école n'a pas de leçon d'éducation à donner à quelqu'un. Celui qui est célibataire n'a pas de leçon de gestion de foyer à donner à quelqu'un. Donner des conseils à quelqu'un. Celui qui n'est pas capable de se prendre en charge ne doit pas se dire coach pour venir raconter des conneries sur les réseaux sociaux. Celui qui a quitté l'apprentissage ne peut pas venir sur les réseaux sociaux et dire aux jeunes comment il faut se faire former dans tel ou tel domaine. Et donc, c'est une question de responsabilité partagée et que l'État... Personne n'est contre les réseaux sociaux. Oui, et que l'État prenne ses responsabilités également en faisant de sorte que les réseaux sociaux, la censure soit effective. Pour que nous ayons une jeunesse beaucoup plus orientée vers les travailleuses. Il n'est pas d'accord contre un certain nombre de choses. Picardie est d'accord pour que la moralisation, la mise en valeur des mœurs dans notre société à travers les réseaux sociaux soit une réalité. Mais Picardie dit ceci, les réseaux sociaux, les influenceurs et autres apportent aussi du chiffre d'affaires dans le PIB béninois. Chose que nous ne reconnaissons pas. Vous savez combien ces gens-là ils payent comme Internet par mois? Non, mais c'est pas du chiffre d'affaires. Il faut laisser la perversité de je suis. Mais l'impact négatif est beaucoup plus. Je suis Internet que... Je dis je suis d'accord pour que... Ils apportent rien. Non, ils apportent. Je suis d'accord pour qu'on moralise les réseaux sociaux et les influenceurs. Je suis d'accord qu'on les cadre. Mais dans le même temps... Quel héritage fait la jeune génération? Je pense que le débat est loin d'être c'est apporté au pays. Si c'est cadré comme dans cette société, non, si c'est cadré comme ça, non, mais si c'est bien cadré comme dans cette non, c'est pas possible. On peut pas faire tout ça pour ça. On va Il faut encadrer, c'est ce jeu. Merci Picardie, merci beaucoup. Dr Koupaki, merci. Merci à vous. Merci Christian. Merci Omar, merci pour nos discussions de ce soir. Juste après, nous aurons nos questions que nous avons adressées à notre expert, Dr Wenceslas Maoussi. On verra avec lui ce qu'il en est de la pratique au Bénin. Que dit la législation? Les influenceurs ont-ils des obligations et des responsabilités? Grosse interrogation. Nous aurons l'éclairage de notre enseignant tout de suite. Et puis après, le plateau de la discussion avec nos invités qui sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux. Ils nous diront ce qui les emmène là-bas. Merci, restez avec nous.
qu'on va dire dans le contexte béninois qu'il y a juridiquement un influenceur. Un influenceur, si on va le considérer du point de vue juridique, on va le considérer comme un citoyen dans le contexte béninois, parce que ce citoyen exerce ce qu'on peut appeler la liberté d'expression. Et il est un citoyen qui est sur le cyberespace, qui opine sur des sujets, sur des thématiques, et qui fait ce que Goffman a appelé l'expression de soi et la production de soi aussi, parfois pour lui-même ou pour autrui. Un influenceur, si on veut le définir, on va voir que c'est quelqu'un qui a de l'audience, qui peut être d'abord un journaliste, un enseignant, n'importe qui, mais qui a de l'audience sur le cyberespace. Et on parle même parfois de micro-influenceurs quand vous avez un peu plus de 5000 followers. Si vous avez autour de 10 000, on parle de méso-influenceurs. Et quand vous avez plus de 100 000 influenceurs, followers, je veux dire, donc des femmes qui vous suivent ou des abonnés, on parle de macro-influenceurs. Et les types d'influence, ça dépend d'un pays à un autre. Si on est dans le contexte béninois de 12 millions d'habitants ou 13 millions d'habitants avec environ 2 millions sur le cyberespace, notamment sur Facebook, on peut se dire, si vous avez 100 000 abonnés, vous êtes carrément un macro-influenceur dans le sens béninois. Quand vous prenez le jeune homme Alain Kenneth qui fait dans des lives 40 000 vues, il est déjà un influenceur à un niveau maison au sens béninois. Donc voilà ce que peut dire le statut de l'influenceur. Et aujourd'hui, les gens en font tout un métier parce que sur les plateformes, ça leur génère du cash flow. Et on regarde les vues qu'ils ont, les likes qu'ils ont sur les plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok. Oui, ce que je dis, il n'y a pas à proprement parler, à l'heure où nous parlons, un statut juridique pour l'influenceur. Nous avons un statut juridique pour le journaliste, nous avons un statut juridique pour les autres métiers, notamment de la communication, mais on n'a pas un statut juridique pour l'influenceur. Mettons par exemple que le journaliste, c'est celui qui est formé dans une école de journalisme et qui a 2 ans de pratique et qui a la carte de presse qui est journaliste. Au Bénin, on n'a pas une loi qui dit que pour être influenceur, on est formé dans une école ou non. Mais on constate que sur le tas, que les gens se proclament influenceurs, mais ce qu'il faut considérer, c'est d'abord qu'ils sont citoyens et pour cela, ils exercent la liberté d'expression. Mais on peut, au sens large, regarder ce qu'ils font, parce que c'est la production de contenu, pour soi et pour autrui, et ce contenu qui est produit peut bien être régulé par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, parce que dans le droit politique béninois, la Constitution a donné la règle de regarder, de garantir l'accessibilité à l'information et la protection de l'information et de la communication sous toutes ses formes. De ce point de vue-là, si c'est un citoyen qui aujourd'hui est sur le cyberespace et qui génère de l'audience, du cash, de l'audience surtout, et qui a des abonnés et des fans, on doit pouvoir avoir un regard sur le contenu que cela produit. Et donc de ce point de vue-là, il y a un vide juridique, mais pas que cela, forcément, on peut adapter les tests pour regarder celui qui est sur le cyberespace. Donc s'il il commet une infraction, il y a par exemple le code du numérique qui est là, qui va aller à son encontre par rapport au fait qu'il va commettre. Oui, influenceur, il est d'abord un citoyen béninois et l'article 36 de la Constitution du Bénin estime que, en tant que simple béninois d'abord, devant du respect aux autres. Donc, ils ont des responsabilités. Et donc, en tant que citoyen, il ne peut pas s'exprimer sur Internet comme ça, sur les réseaux sociaux numériques, et insulter et jurer les gens à tout va. Donc, il doit pouvoir respecter le basique qui nous lie en tant que constitution, en tant que citoyen du pays. Et donc, de ce point de vue-là, je considère que la responsabilité que ce influenceur a est une responsabilité sociale, je dirais même sociétale. Et je considère, quand je regarde comment ça fonctionne, les réseaux sociaux numériques, et on est dans l'expression de soi. Donc l'expression de soi postule les émissions. Je me mets là, je porte une tenue, je mange un repas, je suis avec des amis, je me mets. Si je me dévoue à cela, ça dépend. Est-ce que cette exposition que je fais, est-ce que ça enfreint des lois? Par exemple, aux mœurs, si les mœurs sont encadrées dans notre pays, par exemple. Est-ce que c'est obscène, c'est de l'obscénité? Est-ce que je fais outrage à une autorité? Est-ce que je fais un certain nombre de choses? Donc, tout ce qui est défendu par rapport à la garantie de la liberté d'expression, je ne dois pas le faire. Ce n'est pas parce que j'ai, en tant que citoyen, j'ai la liberté de m'exprimer que je dois m'exprimer pour diffamer, pour injurier, pour faire de l'exhibition, même au point d'être attentatoire. Cette exhibition est attentatoire aux bonnes mœurs et à la morale. Et donc ça,
c'est des questions qui sont déjà encadrées par le texte de loi et notamment le code du numérique réprime assez durement ces faits-là. Donc, l'influenceur que je suis, je dois tenir compte de ces réalités qui sont déjà dans les textes de loi du Bénin et pour faire mon travail. À plus d'un titre, quand on parle de pouvoir public, il faut y voir le gouvernement, il faut y voir le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Je peux vous dire que la législation, à l'Assemblée nationale, il y a aujourd'hui une volonté de revoir par exemple le code du numérique. Il y a aussi à voir s'il y a d'autres tests qui vont être pris dans le sens d'encadrer la question de l'influence et ce que MERA pour les agents médiatiques. Parce qu'en fait, les influenceurs, tout ce monde-là, les individus médias sont les agents médiatiques. Donc on va encadrer cela par le législateur. Le gouvernement, certainement, réfléchit à la question, mais le pouvoir judiciaire ne cesse d'interpeller. Par exemple, le procureur de la Criette, on interpelle des gens qui font un certain nombre d'actes déviants. Et aussi, il y a des citoyens qui portent plainte, et ces plaintes-là sont traitées par les juridictions. Et donc, je pense que le pouvoir public, dans leur ensemble, en termes d'agencement exécutif, législatif, judiciaire, le pouvoir public se préoccuper par ce phénomène-là qui prend de l'ampleur sur le sujet. Je vais faire un petit moment en disant, c'est-à-dire que dans le registre, dans le répertoire et le registre de ceux qui opèrent sur le cyberespace, on a ce qu'on appelle les clashs, les punchlines, et aussi les challenges, et certain nombre de choses que les gens font, les pranks. Donc tout ça, et les challenges, donc tout ça participe de la vie du cyberespace maintenant. Mais il faut savoir que ces pranks, ces challenges et autres doivent respecter les textes de loi dans notre pays, les textes en vigueur. Et donc, de ce point de vue-là, il est intéressant de dire à ces influenceurs de savoir raison garder. Oui, c'est possible de réguler. Je peux vous dire que, comme j'ai dit au Bénin, la question informationnelle et communicationnelle, même de l'audiovisuel, même du numérique et digital sont régulées. C'est dans le texte de loi, c'est dans la Constitution, et c'est la HAC qui est le garant donc, de tout ce qui est en cette matière-là. De ce point de vue-là, la haute autorité de la communication doit pouvoir s'inspirer de ses pairs de la Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans en Côte d'Ivoire en décembre, la Côte d'Ivoire, la RACAD de la Côte d'Ivoire a pris un test pour dire que quand vous avez plus de 25 000 followers en tant qu'acteur du cyberespace, on doit suivre vos contenus. Ensuite, il y a le bilan en haut de nous ici qui a pris le test, le Conseil supérieur je crois, de la communication du bilan, qui a pris un test et qui dit que à partir de 5 000 followers, on doit regarder ce que vous êtes en train de dire. Donc de ce point de vue-là, on est en attente de voir la HAC du Bénin pour se prendre des tests du genre. C'est-à-dire que est-ce que c'est 10 000, est-ce que c'est 5 000, est-ce que c'est 15 000 followers que quelqu'un du Bénin qui opère sur le cyberespace du Bénin est le seuil pour lequel il doit aller s'enregistrer comme donc un créateur de contenu, comme un influenceur. Et pour vous dire aussi, au fond, les influenceurs tels que vous voyez aujourd'hui sont des créateurs de contenu. Et nous avons même des préfigurations. Pourquoi? Votre DS qui arrive dans 4 semaines, votre DS qui arrive, la HAC même a voulu donner des accréditations à ceux qu'il appelle les créateurs de contenu, des blogueurs, et il suffit que ceux-là arrivent à s'enregistrer avec leur CP et le lien de leur page. Donc, je pense que la HAC du Bénin, pour moi, est sur le chemin de ce que la Côte d'Ivoire et le Burkina ont fait. Les dernières parties de votre grand rendez-vous, nous sommes en toute franchise, le plateau des invités, créateurs de contenu, hommes ou femmes d'influence, ils se partagent la communauté virtuelle. On a réussi à avoir certains avec nous et on fera la discussion avec eux. Messieurs, bonsoir. Patrice Yemadjo, bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre présent à notre invitation. Dans une autre vie, vous étiez journaliste? Je suis technicien audiovisuel. Technicien audiovisuel, voilà. Amateur radio. Voilà. D'accord. Actuellement, je suis devenu un peu comme un blogueur. Je suis un blogueur, je suis un créateur de contenu. Oui. Et mon compte TikTok, Facebook, YouTube, c'est Tcheke Guidjo. Tcheke Guidjo. Oui. Voilà. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Merci de répondre présent à notre invitation. Nous avons avec nous Wilfried Padono, bonsoir. Bonsoir, Christian. On vous connaît, Willy Bayala, sur la toile. Ah oui. C'est ça. Alors, vous êtes un activiste, vous êtes le président du mouvement des web activistes de la République. Merci d'être là. Les activistes,
artistes, vous les voyez agir sur la toile, ça vous plaît ou ça vous déplaît? Ben écoutez, les activistes, il y a nuance à faire entre activistes et influenceurs. Donc déjà que... On vous met tous dans le même panier. Pour ce qu'ils font, c'est quand même déjà acceptable. On essaie de voir avec. D'accord, on va voir comment vous appréciez ce qui se fait de l'autre côté, du côté des influenceurs. Nous avons également en plateau avec nous un acteur, un juriste qui a un regard sur tout ce qui se passe sur la toile. Julio Tometti, bonsoir. Christian, bonsoir. Bonsoir téléspectateurs. Bienvenue, merci de répondre présent à notre invitation. Vous n'êtes pas sur la toile pour censurer les influenceurs, les activistes, en tant que juriste. Non. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? C'est pour m'approprier de ce qui se passe autour de moi, parce que le monde n'est plus que physique, il est aussi virtuel. Et donc il faut s'intéresser, sinon on ne saurait pas contrôler éventuellement les revers ou ce qu'il faut corriger. Nous sommes là pour chaque fois attirer l'attention sur ce qui a lieu d'être corrigé. Donc c'est pourquoi il faut y être présent, d'accord, pour ne pas se faire Quand on n'est pas présent, quand on ne vit pas la chose, on ne peut pas la juger proprement. Nous avons fait le tout pour avoir des influenceurs, de véritables influenceurs en plateau, mais malheureusement ça n'a pas marché. Des raisons sont évoquées que nous gardons pour nous. Après, on vous l'expliquera peut-être en télé. Alors, je reviens à vous. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher sur les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook, Instagram et bien d'autres qui ravit la vedette aux autres? Je veux parler de TikTok. D'abord, je vous remercie d'abord pour ça, parce que aujourd'hui je suis content, parce que depuis un temps, j'ai compris que ça tire à balles réelles sur, je veux dire sur nous, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, ça tire à balles réelles sur nous. Et ça fait un plaisir, parce que c'est vous, les journalistes, si vous êtes à l'école, c'est vous avez étudié et tout. Et nous, on n'a pas étudié, on est venu sur la toile comme ça, par passion. Donc d'abord c'est la passion qui nous a envoyés là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous parlons d'effets sociaux. Je parle d'effets sociaux, quand quelque chose ne va pas. Il y a les dames qui m'appellent pour me dire, bon écoutez, j'ai un tel problème avec mon mari, et il me bastonne. Nous, je ne suis pas là pour conseiller, je suis là pour vous servez de relais, pour dénoncer en fait. Oui. Voilà. Je suis un peu comme la voix des sans-voix. Donc je parle des faits de société et je dis ce qui ne va pas dans le pays. Des fois, je mets un peu le pied dans la politique et je reviens encore à la case de départ et tout. Donc voilà d'abord ce qui m'a envoyé sur la toile. Parce que le niveau, je vais être direct, hein, moi il ne s'est pas fait genre. Non, allez-y, on est en toute franchise. Voilà, parce que le niveau... Nous sommes dans une zone francophone, quand tu n'as pas les diplômes, on ne peut pas t'embaucher. Voilà. Et vu que j'ai de la passion pour le métier, et comme j'ai trouvé que l'internet est là, et que je n'ai pas le diplôme, parce que si je vais travailler à la télévision, on va me demander, bon, tu as quel niveau d'études et tout. Je me suis dit, ok, d'accord, l'internet est là, donc je suis libre de dire ce que je veux. Il n'y a pas de niveau là-bas. Et donc, il n'y a pas de niveau là-bas. Donc, je suis directeur de ma chaîne de télévision, je suis là, et voilà, donc je mets ma caméra, et je dis ce que je ressens. Donc, voilà, ce qui ne va pas, et que moi je trouve que ça ne va pas, je viens le dire. Voilà. Et parfois, on a constaté que lorsque vous dites les choses de façon sérieuse, on a constaté que lorsque vous dites les choses de façon sérieuse, les gens ne vous suivent pas. Donc, d'où on a utilisé un autre, c'est devenu un outil pour nous. Oui. Le buzz. Le buzz est devenu un outil pour nous où nous sommes obligés de créer le buzz. Et moi, ma façon de créer le buzz, je ne vais pas le dire ici. Je ne vais pas le dire. C'est votre secret professionnel. Voilà, chacun a sa façon de créer son buzz pour attirer l'attention et l'attention des gens. Parce que les 3 premières secondes ou les 10 premières secondes, si tu n'arrives pas à capter l'attention de la personne, vite fait la personne peut scroller. Donc les 10 premières secondes, il faut créer quelque chose qui peut attirer l'attention. Donc du coup, c'est ça qui fait que vous allez voir des gens il y a les filles qui sont dans le sexe, tout ce qui peut attirer l'attention des gens, la perversité et tout, pour pouvoir maintenant communiquer après. Donc c'est un peu ça en fait le foutu que vous remarquez aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes contents parce que vous parlez de nous. Nous sommes très contents parce que les journalistes parlent de nous. C'est très important, ça tire à barre réel sur nous, mais nous on prend ça à bras le corps et puis on gère. Hier ou avant-hier ou il y a 4 jours c'était Richard Flash, tantôt c'est d'autres personnes.
Aujourd'hui, je constate qu'ici aussi, ça vient. Oui, justement. Donc, voilà. D'accord. En tout cas, vous nous avez raconté un tout petit peu ce que vous êtes allé chercher là-bas. Vous êtes un créateur de buzz, et le buzz, on va en parler tout au long de ce qui nous réunit ici ce soir, puisque nous parlons des influenceurs et des influenceuses. Vous, qu'est-ce qui vous a amené sur la toile? Vous n'êtes pas influenceur, vous êtes activiste. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené là-bas? Ok, merci Christian. Moi, je ne me retrouve pas dans l'appellation influenceur. Nous sommes des activistes. Les activistes, nous, à un moment, on était obligé de prendre les choses en main parce que la presse classique, si on peut dire ça comme ça, la presse classique à un moment avait eu des limites. Donc il fallait toucher plus de monde et l'information devait passer vite. On parle de scoop, il fallait avoir créé des scoops et puis informer à temps les populations. C'est ça qui a fait peut-être l'avènement des activistes. Ça a fait un nouveau monde de communicants qui se sont retrouvés sur la plateforme qu'est les réseaux sociaux. Et c'est ça qui a drainé plus de monde vers cet espace-là, où beaucoup sont devenus par la force des choses des activistes, par la circonstance. Et beaucoup ont quitté les activistes pour se retrouver influenceurs. On va aborder la question. Certains journalistes aussi sont devenus influenceurs mais activistes par moment parce qu'ils ont vu que c'est là que ça paye bien, mais c'est là qu'on captive plus de monde. D'accord. Alors, Jules Tometti, oui, avant de porter votre manteau de juriste sur ce plateau, vous avez également des comptes sur la toile, sur Internet. Oh oui, bien sûr. J'ai un compte Facebook, bien entendu. J'ai un compte LinkedIn et un compte TikTok récemment. Il faut dire, si je le dis comme ça, en fait, pour catégoriser, j'ai l'impression que les activistes, ou ceux qu'on appelait jusque-là activistes, sont ceux qui défendent une cause, notamment à travers le réseau social Facebook. C'est ce que faisait mon ami Wilfried. Plus que ça, on a compris qu'à un moment donné, il y a l'autre réseau social, TikTok, qui a pris un peu la tendance parce que là, c'est le visuel. Facebook était quelque peu limité parce qu'il faut avoir une capacité rédactionnelle, écrit, argumenté, et donc tout le monde n'a pas cette capacité-là. Il s'est créé TikTok et donc de manière, du point de vue visuel, vous savez, le visuel appâte beaucoup plus. Et là, vous pouvez vous donner la liberté de faire tout ce que vous voulez, de dire tout ce que vous voulez, et vous avez aussi la possibilité d'exporter ce que vous avez dit sur TikTok, là, les vidéos et autres, autant sur Facebook que sur WhatsApp en question. Et donc c'est ce qui a fait développer comment dire, cette catégorie en fait d'influenceurs qui, il faut le reconnaître aujourd'hui, si on peut le dire en parlant peut-être le langage de Rick, qui a damé le pion à presque tous les autres comment dire, intervenants d'une certaine façon. Et vous l'auriez constaté, plus en plus nous tombons même quelque peu, puisqu'il est arrivé qu'on ait vu même des acteurs politiques solliciter les services en fait de ces contenus-là. Donc pour dire en fait qu'aujourd'hui c'est une réalité dont nous sommes acteurs et donc, comme je disais tantôt, il faut véritablement s'intéresser. S'intéresser non pas pour faire le procès, d'accord, mais en fait pour, comment dire, l'analyser au fil de ce qui est convenable pour nous aujourd'hui et demain, en tenant compte de notre contexte, de notre culture, de ce que nous entendons en fait véhiculer en termes d'éducation. Donc, il y a lieu de s'intéresser pour, d'une manière ou d'une autre, lorsqu'il y a des dérapages, penser comment pouvoir les corriger. Alors, devait-on dire qu'il y a des dérapages sur la toile? Il y en a toujours, il y en a toujours, autant sur Facebook que sur WhatsApp, et quand on parle de dérapage, il y en a excessivement. Il y en a, on ne peut pas même faire une liste, c'est pourquoi certains vous diront qu'aujourd'hui, quand d'autres, par exemple, quand nous prenons le code du numérique, d'autres disent que le code du numérique n'a encore rien fait. Si le code du numérique doit s'intéresser, puisque c'est les infractions liées aux personnes, d'accord, lorsque par exemple vous êtes calomnié, vous êtes diffamé, ainsi de suite. Mais les atteintes que nous faisons par rapport au public, lorsque vous mettez par exemple une vulgaire image en fait sur la place publique, comme nous l'avons observé dans bien d'affaires ces derniers temps, vous faites du mal à la société. Le code du numérique n'est pas encore parvenu à encadrer ça, à orienter ça, et donc nous avons encore du chemin. Ça veut dire que si nous devons véritablement travailler, ça sera davantage difficile. Et ce sera en fait
une restriction d'espace de liberté. Et nous allons tomber encore dans notre revers. Donc c'est pourquoi il faut ce que j'appelle souvent de la responsabilité. Si nous ne nous responsabilisons pas très tôt, le législateur sera obligé de prendre ses responsabilités pour limiter en fait nos champs d'action, ce qui serait regrettable. Alors, quand vous observez un peu ce qui se passe sur la toile aujourd'hui, depuis plusieurs années, surtout avec l'arrivée du dernier réseau social le plus utilisé aujourd'hui, TikTok, on sent quand même hein, que vous, les animateurs, vous disputez la place là-dessus à travers les contenus que vous mettrez à la disposition des internautes et autres. Quel regard portez-vous sur ce que vous voyez, vous qui avez un espace de liberté et d'autres aussi qui ont leur espace de liberté, mais des libertés et des libertés on pousse vers la déviance. Ok, d'abord pour commencer, j'ai moi ma façon de définir être influenceur. Un influenceur est une personne qui, grâce à son exposition sur Internet, sur Internet, et grâce à son voilà, a une influence sur les internautes qui le suivent et sur leurs décisions d'achat. Donc je prends la partie exposition sur Internet. Voilà. Aujourd'hui, tout le problème se trouve à ce niveau, exposition sur Internet. Chacun essaye de voir comment il peut s'exposer sur Internet pour attirer du monde. Voilà, pour influencer des gens et créer sa communauté et après maintenant vendre cette communauté. C'est ce qui s'est pas tout simplement. C'est la communauté qui est vendue. Voilà, c'est la communauté qui est vendue. C'est pas comme les politiciens, c'est les votes. Ils essayent d'avoir du monde derrière et puis ils vendent, c'est tout. C'est pas compliqué, c'est très simple en fait. Maintenant, c'est la manière de le faire. Chacun essaye de voir sa définition. C'est-à-dire, les femmes, il y a certaines femmes qui viennent, qui s'exposent, qui, voilà, la perversité, laissent leur sein et tout, juste pour attirer du monde. Ça fait partie de l'exposition. C'est-à-dire qu'ils s'exposent d'abord pour attirer l'attention des gens. Aujourd'hui, le problème est à ce niveau. C'est comment s'exposer. Et d'abord, c'est-à-dire pourquoi on est tous venus sur Internet. D'abord, c'est le chômage. Et on nous a dit que TikTok donne de l'argent. Tu as raison. On fait comment? Il y a des gens qui disent que ce n'est pas un métier. C'est un métier. C'est que tu fais et puis tu gagnes de l'argent, tu n'as pas volé. C'est un métier. Oui. On ne vole pas, on vient, on nous dit, tu prends ton portable, tu places ton portable. Excusez-moi, j'ai un accent ivoirien. Non, quand c'est lancé, c'est que c'est lancé. Je mets mon portable, je parle, je danse, et puis à la fin du mois, ça me donne de l'argent. Il y a vraiment. Non, de vous à moi, on va faire comment? Mais dites aux politiciens, eux-mêmes n'ont qu'à lutter contre le chômage. Pourquoi on trouve quelque chose à faire là-bas? Là, on ne sera pas là. Mais du coup, du moment où on nous dit que ça nous donne de l'argent, on est obligé de venir sur TikTok. C'est de l'auto-emploi. Voilà, c'est de l'auto-emploi. Là. Ah, c'est de l'auto-emploi. Vous ne payez pas de taxes, vous ne payez pas d'impôts. Non, mais chaque fois du mois, on paye 15 500 pour Internet. L'État prend ça dedans. L'État aussi mange dans ce que nous faisons. Oui, l'État mange dans ça. Oui. Parce que si vous ne savez pas faire, vous les journalistes, si vous ne savez pas faire, ça va se retourner contre vous. Oui. Parce qu'ils vont rentrer dedans. Vous avez pensé que vous êtes en train de nous bloquer. Mais après, là, vous aurez problème de liberté d'expression. Ben, ça va revenir, vous allez dire, ah, on n'a pas la liberté d'expression. Le mieux, là, il faut dire à l'État de nous encadrer. Oui. On a des talents, c'est parce qu'on n'a pas le diplôme. On a le talent qui est là. C'est parce qu'on n'a pas le diplôme. Mais comment? C'est-à-dire là, maintenant, là, on est comme, c'est comme un casting. Quand nous venons faire sur les réseaux sociaux, moi, à cause de diplôme, je ne peux pas être journaliste, mais je ne peux pas être animateur recruté. Ok, d'accord, je suis sur Internet. Maintenant, si toi, tu es un promoteur, tu viens t'asseoir, tu regardes. Mais il a un talent que nous pouvons prendre. On peut l'encadrer. Il y a des gens qui sont là. Par exemple, quand je prends Jérémy, ou bien comment il s'appelle là? Oui, Jérémy, le comédien. Bref, c'est un ami à moi. Donc, lui, par exemple, on peut dire, bon, il y a ceux qui sont des cinéastes là, les producteurs là. On peut le regarder, on peut trouver un rôle pour lui et puis il peut manger de ça. Donc prenez ce que nous faisons là comme un casting. Ils n'ont qu'à prendre ça comme un casting. Justement, il y a certains qui travaillent, oui. En tout cas, qui s'exposent et qui... ça passe. Mais il y a d'autres qui s'exposent et là, ça choque la moralité. Voilà. Ça veut dire que tout ce qui est vendu là-bas n'est pas consommable. Comment vous percevez ça? Est-ce que vous vous jugez sur la toile? On se juge nous-mêmes, on se classe sur les réseaux sociaux. On se classe. Nous-mêmes, là, on se classe entre nous. Moi, c'est quelqu'un qui dit, vous allez sur mon compte, je les classe, eux-mêmes, ils me classent, ils me répondent et tout. C'est comme, c'est en famille, en fait. Mais on n'aime pas que quelqu'un rentre dedans.
tous ceux qui ont osé rentrer dedans là, on les a tous, parce qu'actuellement c'est nous, on est là, c'est nous, c'est-à-dire on a pris l'internet comme notre porte de sortie. C'est comme notre porte de sortie pour pouvoir survivre, parce qu'on ne vit pas. On ne vit pas, on est en train de survivre. Donc on mange un peu dedans. Il y a une opportunité qui vous est offerte. Il y a une opportunité. Maintenant, ceux qui s'exposent, ils sont dans le buzz. Voilà, ils ont créé leur buzz pour genre ne serait-ce pour attirer les gens. Et après, c'est eux qui savent, ou bien c'est eux-mêmes qui savent où elles vont. Parce que le truc est buzz tourne autour des clashs. À longueur de journée, on parle de sexe, on parle de déception, d'amour. À longueur de journée, il y a des audios qu'on s'est partagés en intimité, qu'on expose, qu'on met sur la toile, et puis ça emballe le monde. Est-ce que c'est ça, influencer? Ils ont toujours du monde qui les regarde. Donc ça les encourage. Vous voyez, ils le font. Oui, c'est pas bon. Je suis d'accord, c'est pas bon. Vous voyez, c'est pas bon. D'abord, même nous sommes dans un pays où nous sommes attachés à notre culture, à notre tradition, qui interdit certaines choses. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ils sont suivis. Regardez quelqu'un qui place sa caméra, il est assis chez lui à la maison et il y a plus de 40 000 ou bien près de 40 000 personnes qui sont assises chez eux avec leur portable en train de regarder. Donc, du moment comme il a sa communauté, il pense à comment vendre la communauté en faisant des publicités. C'est tout. Maintenant, c'est toi qui veux placer ton produit. C'est à toi maintenant de voir est-ce que mon produit va avec lui, son image qu'il a créée. Si ça ne va pas, tu le laisses, tu choisis une autre. Parce que dans notre game là, il y a ceux qui viennent donner des leçons. Bon, quand bien même eux aussi, ils ont besoin. Ils ont besoin des leçons. Donc nous-mêmes, nous créons. C'est-à-dire en fait, c'est un game. Nous-mêmes, nous appelons ça le game. Vous allez voir, souvent c'est notre thème. C'est le game. Je t'attaque, tu m'attaques. On essaye d'attirer le monde vers nous deux. Et après, chacun maintenant prend son monde pour aller vendre. Alors, dans ce game, qu'est-ce que vous en dites? Après la description de ce qui se passe là-bas, sur la toile, qu'est-ce que vous en dites avant qu'on nous donne la parole à notre observateur? Oui, moi je l'ai écouté avec beaucoup d'attention et je crois qu'il a raison. Il a raison parce que on a souvent tendance à dire que la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, il faut remarquer, il y a de cela quelques années, c'était Facebook. Facebook, et il faut avoir du contenu, comme l'a dit Julio. Vous n'avez pas de contenu, vous ne pouvez pas être sur Facebook. Beaucoup étaient frustrés parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer, ils ne pouvaient pas se faire voir. C'est la rédaction. C'est la rédaction. Mais après Facebook, il y a eu WhatsApp. WhatsApp est venu avec certaines restrictions parce que vous ne pouvez pas quand même être sur WhatsApp et vous permettre de faire certaines publications. On pourra vous identifier. C'est vite fait. C'est vite fait. Donc, aujourd'hui, TikTok est venu, comme l'a dit Julio, avec le visuel, avec cette capacité-là. Il a dit les 3 premières secondes, il faut capter l'attention. Voilà, c'est comme un No Man's Land. Oui. Vous voyez tout de suite, je vais donner un exemple, vous voyez tout de suite, il y a de ces sujets, naturellement, qui accrochent. Le premier. Et le sexe, par exemple, lorsque vous parlez du sexe, c'est comme ça, c'est humain. Pourquoi c'est comme ça? Oui, c'est comme ça parce que l'homme, c'est comme ça, l'homme, il est comme ça. Et puis, ça fait que les gens, au fait, aujourd'hui, il y a beaucoup quand même de choses qui se font sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui gagnent leur vie dignement et sans problème. Il y a des gens qui ont eu, par exemple, je prends par exemple un exemple, quelqu'un qui fait de la cuisine. Il y a un monsieur que moi j'ai rencontré qui m'a dit qu'il a eu beaucoup de recettes sur TikTok parce que les gens font des vidéos de la cuisine, de telles choses, de tels mets, de tels trucs. Et il a appris. Et c'est ça qu'il a fait, c'est comme ça qu'il s'est formé pour être aujourd'hui un grand cuisinier. Il n'est pas allé dans une école, ça lui a permis d'avoir un plus. Juste parce qu'il s'est concentré sur les publications de cuisine. Il y a d'autres qui ont fait, par exemple, dans le maquillage, il y a d'autres qui ont fait, et qui aujourd'hui vivent de ça, qui ont quand même, sont tranquilles et qui ne vont pas dans l'essai. Mais il y a aussi des énergumènes, permettez qu'on les appelle comme ça, qui ne peuvent pas se passer de ce qui est, je ne sais pas, c'est-à-dire c'est ce qui n'est pas dans les normes. Sinon aujourd'hui, c'est avec TikTok aujourd'hui qu'on apprend que des gens même viennent exposer leurs nudes. Deux personnes se retrouvent pour par exemple un acte et vous retrouvez ça sur les réseaux sociaux. Juste parce qu'ils ne s'entendent plus. Juste parce qu'ils ne s'entendent pas, parce que l'autre ne veut plus être avec l'autre. Et ça ne devrait même pas faire du buzz. Ça devrait faire honte. On devrait même, ceux-là même devaient être bannis. Mais vous voyez que des gens viennent même soutenir ça. Des gens viennent même applaudir ça. Et ça devient encore, ça devient viral.
c'est ça en fait le piège. Ça voilà, ça existait depuis. C'est-à-dire que vous êtes chez vous à la maison et que vous entendez deux personnes dans une autre maison, qu'est-ce qu'on fait? On veut regarder ce qui se passe. Donc c'est ça aujourd'hui qui devient le béret. Le béret, c'est rentrer dans la vie de l'autre. Et c'est ça, et bon, moi je ne suis pas dans ça, moi je suis contre ça, j'ai lutté ça avec les Ivoiriens là-bas parce qu'ils étaient dans le comité des influenceurs et blogueurs africains là-bas. Après je suis revenu au Bénin, j'ai compris qu'au Bénin, c'est un peu plus, les gens parlent plus le fond, donc je suis rentré dans le fond et puis j'ai déposé la langue des Ivoiriens là-bas et puis je suis dans le fond ici. C'est voilà un peu. Donc, mais moi j'ai lutté contre ça. Mais comment on va faire? Actuellement, c'est comment trouver les solutions, comment aider ces jeunes. C'est ça le truc. Qui est prêt maintenant à embaucher Alain Kenneth et lui payer 200 000 francs à la fin du mois? Au moins il gagne à les publicités et tout le béret qu'il fait sur les réseaux sociaux. Le fait que lui-même s'expose et tout, il vient danser, il vient faire ce qu'il veut. Ce que ça lui donne à la fin du mois. Quel promoteur peut le prendre, bien quel cinéaste ou quel réalisateur peut le mettre dans un film et lui donner ça? Alors on regarde tout quand on l'écoute, Julio Tometti, quand nous écoutons notre blogueur, c'est que le chômage en est pour quelque chose. Dans ce que nous observons sur la toile, le sous-emploi, le chômage, l'oisiveté des jeunes. Non, le chômage apparaît pour moi comme un prétexte. J'appelle ça simplement en fait peut-être de l'opportunité ou bien de l'opportunisme, mais on ne va pas mettre ça sur le coup du chômage. Parce qu'en fait le danger c'est quoi? Monsieur Tchéké Guido, voilà, il a dit qu'il n'a pas de diplôme. Le diplôme, c'est le premier élément de présomption de connaissance de la chose, d'une certaine façon. Et quoi qu'on puisse dire, il y a une différence ou une démarcation nette entre celui qui a fait une formation bardée d'un diplôme et celui qui ne l'a pas. Il y a une certaine finesse qui va forcément manquer. Et je suis sûr que lui-même, là où il est, il doit avoir besoin d'un certain nombre de formations complémentaires pour davantage s'affirmer ou se professionnaliser dans ce qu'il fait. Parce que moi, j'ai compris en fait finalement que cette affaire n'est pas une mince affaire, hein. Ce n'est pas donné à tout le monde de connaître toutes les subtilités de TikTok. Moi, je me suis mis à faire une vidéo entre temps et j'ai compris que ce n'est pas cette affaire-là. Cette affaire c'est pas seulement prendre son téléphone et tout là. C'est du matériel, c'est des réglages, c'est des heures, des moments. Il a dit tout à l'heure, les premières secondes et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment en fait un monde qui se professionnalise et des gens offrent même des formations. D'accord, j'ai eu des codes d'ailleurs, offrent des formations pour vous montrer comment faire un montage TikTok de qualité, comment copier telle vidéo agencée, comment faire inviter une image parlante dans l'image que vous faites. Donc, en fait, il y a tout un tout. Et tout ça, c'est beau. Ça ne gêne personne. Ce qui gêne, c'est le contenu parfois dérangeant, en tenant compte de nos valeurs. D'atteinte aux mœurs. Et je considère que c'est vrai qu'on dit, on voit la cible par rapport à la communication que l'on veut avoir, parce que ce qui peut très vite accrocher. Mais je dis que c'est faux. Lorsque vous donnez du beau, ça, on sait apprécier. Je vais vous rappeler l'exemple de l'une d'elles, de ceux dont nous parlons, qui au départ, jeune fille, très claire, mari, qui ne commence pas à faire des vidéos, et elle parle en mari. Ça intéressait les gens. Ah, une fille très raffinée qui parle de tout là, elle danse, elle est dans les habits traditionnels. Ça attire. Et ça nous renvoie en même temps à notre culture, à nos valeurs. Mais je ne sais pas à quel moment on a dévié en fait de cette voie pour devenir, excusez-moi, autre chose d'une certaine façon. Donc je considère que ce n'est pas forcément le béret qui attire, le beau, le valeureux aussi peut attirer lorsqu'on sait aller identifier en fait ce qui peut s'accrocher à un moment donné par rapport à une communauté donnée. Et donc, sinon, si on considère que c'est parce que quand on montre le sexe, ou bien quand on fait promotion d'un médicament qui parle de comment grossir le sexe, comment grossir le sein et autres là, qui seulement qui attire, ça devient trop facile. Moi je considère que c'est un monde, comme il est tantôt, qui se professionnalise. Donc il faut qu'il travaille à harmoniser, à se professionnaliser et à l'extirper en fait d'un certain nombre de déviances. Sinon, le jour où le législateur sentira la nécessité, en voulant protéger la société, d'intervenir, nous serons tous là encore pour crier. Et donc, je voudrais franchement demander qu'ils doivent avoir, puisque sur les réseaux sociaux, entre-temps, il y a eu
beaucoup de groupes, de communautés qui se sont formés pour, comment dire, sensibiliser, pour éduquer, pour qu'on n'aille pas dans les travers. Wifi, c'est parti d'un. Il y a d'autres groupes qui se sont formés, qui se sont fait tout ça. Et donc, moi, je considère aujourd'hui qu'ils ont véritablement un travail à faire dans ce sens pour nous offrir, nous consommateurs, du bout, quand bien même ils auraient continué à préserver leur base, leur communauté, pour avoir les monétisations et comment dire, les partenariats de publicité et autres. Tout ça c'est beau. Parce que comme je disais tantôt, vous savez, ils sont même en train de ravir la vedette à une certaine agence de communication. Les communications des fois sont de faire par eux. Oui. Ça veut dire que au-delà de tout ce que, de toutes les solutions, il y a quelque chose de fondamental qui se crée et donc il faut travailler à préserver. Sinon, alors, ça risque. Vous souhaitez que ce monde se professionnalise puisqu'il y a un travail de professionnalisation qui se fait désormais, mais ce que grand nombre attend, c'est que ce qui sort de là soit potable, soit digeste, soit beau, et que cela ne porte pas atteinte aux mœurs. Alors, lorsque vous écoutez un peu son développement, il a donné un exemple, on ne va pas s'attarder là-dessus, d'une personne qui, au départ, quand même, incarnait une certaine valeur, mais qui, au fil de la pratique, a dévié de sa trajectoire. Qu'est-ce qui peut amener à cela? C'est la starmania. C'est-à-dire lorsque tu copier-coller quand on veut. Voilà, non, le truc c'est quoi? C'est-à-dire, ouais, même, je prends l'exemple des artistes. Ils chantent bien au départ, ça va bien. Et quand on commence par crier le nom, ah, tu chantes très bien, tu chantes, ils rentrent dans du n'importe quoi, après ça sonne. C'est même chose sur Facebook aussi, sur Internet aussi. Oui. L'Internet, au départ, tu penses à comment bien faire les choses. Et quand tu vois que les gens ne te suivent pas. Et tu viens un jour, toi, mais tu prends ton portable, tu dis, ah, et c'est l'émission ou bien la vidéo que toi tu fais, et puis tu te donnes à fond. C'est ça qui ne prend pas. Ça ne prend pas, les gens ne regardent pas. Maintenant, la vidéo que toi tu fais, et que tu as un truc de rien du tout, c'est ça qui prend. Tu es obligé de faire comment? On te dit que toi tu as besoin de la visibilité. Donc ça influence automatiquement. Donc le truc c'est quoi? C'est le nombre de vues. C'est la communauté qui nous influence. Ce n'est pas nous qui influence la communauté. Finalement, ceux qui viennent regarder, c'est eux qui nous influencent. Parce que si tu fais, c'est un peu comme si tu prends ta tomate, tu envoies au marché. Tu ne vends pas, tu ne vends pas. À un moment, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Mais après, tu constates que l'autre, c'est quand il envoie les tomates juste un peu pourries, un peu embellies, c'est ça, on prend. Tu es obligé de faire comme lui parce que la maison te réclame. Ça dit chaque fois que tu viens à la maison, les enfants te demandent un compte. Finalement, c'est la communauté qui influence. Non, c'est la communauté. En fait, en gros, c'est la communauté qui influence. Ce n'est pas nous, les influenceurs, qui les influencent, mais c'est eux qui nous influencent. Finalement, c'est eux qui nous influencent. Parce que c'est la demande, en fait. Il y a une adage comme ça qui dit je suis le chef, je les suis. Puisque si le chef n'est pas attentif, le leader n'est pas attentif à ceux qui le suivent, il va très vite en fait se retrouver en porte-à-faux. Donc il suit, il est attentif à ceux qui sont derrière lui et a tendance à faire ce qu'il doit faire pour rester toujours accroché à leur tendance. Sinon il le rend en déphasage. Donc c'est quelque chose de... Il n'a pas tort, il n'a pas tort. Parce que quand vous prenez par exemple ces vidéos qu'on dit obscènes, qui choquent, qui agressent, mais c'est quand même des gens qui consomment. C'est des gens qui disent, le phénomène de bazar, il y avait des gens. On l'a dit, moi j'étais là, 2 jours, 3 jours après, j'étais même pas informé parce que moi je ne suis pas TikTok, je suis plus Facebook et puis tout. Mais le jour là, quelqu'un m'appelle. Mais il y a de nouvelles vidéos. Je veux même les derniers là. Et beaucoup moi j'ai déjà un lot. Je veux les réseaux sociaux pour aller voir. Ils vont télécharger. Il y a eu beaucoup de téléchargements. Ce jour-là. Allez-y. Oui. Au gouvernant. Oui. Ce n'est pas de penser à comment nous justement on allait aborder la question des solutions. Comment protéger la société? Oui, parce que c'est la société qui consomme. Ah oui. Le mieux, c'est eux tous ils n'ont qu'à aller s'asseoir quelque part. Ils regardent la page de tout le monde, les lives de tout le monde. Chacun, c'est-à-dire quand on nous regarde là, on a toujours quelque chose à apporter.
à la nation. On a toujours quelque chose de positif. Comme de négatif. Comme de négatif. Oui. J'ai constaté, parce que je suis en train de constater que tout le monde se jette sur le négatif, le négatif, le négatif. Parce que ça ne profite pas à la société, dit-on. Je suis d'accord, mais pensons un peu au négatif, parce que quand vous allez tout faire pour aider la personne à développer son côté positif, ça va, il va déposer le négatif. Mais quand vous êtes là, vous ne savez pas comment il mange, vous ne savez pas comment il vit. Vous ne savez même pas ce qu'il vit dans sa vie. Et puis vous venez simplement, on dit celui qui n'a pas porté chaussures de quelqu'un ne doit pas se moquer. Avant de se moquer de quelqu'un, il faut porter ses chaussures, il faut tomber là où il a été, ou bien comment vous dites, c'est français, les gars. Donc nous là où on a quitté là, c'est très loin. Nous on est des journalistes de rue, on est des journalistes de ghetto. Vous voyez, prenons ça comme ça, utilisons les thèmes comme... C'est-à-dire, on n'est pas des informateurs, mais quand le fait où nous, les gens viennent... Au contraire, voilà, c'est nous maintenant, on booste les journalistes. Et, comment elle s'appelle la dame qui... Madame Mathieu. Madame Mathieu. C'est nous, on a boosté Madame Mathieu. Parce qu'elle est devenue comme notre chaîne de télévision, c'est là-bas on prend les informations et puis on vient maintenant, nous on prend ça comme béret et puis on attaque. Tu vois? Donc c'est nous on a fait Madame Mathieu. Elle même ça que c'est nous on a fait. J'attends même qu'elle va venir. Elle va être avec nous, mais elle a eu un contre-temps de dernière. Mais c'est pas grave. Donc du coup je propose que on essaye de faire le ménage. On peut faire le ménage? On peut pas faire le ménage. Comment on fait le ménage? Non, on va nous laver un peu. C'est comme on est avec sale. quoi? Il n'y a pas de problème, on est sale et on n'a pas de problème. Ils n'ont qu'à nous laver. Mais dire qu'on ne va plus faire ça là, il ne peut pas. Il ne peut pas, sinon ça va se retourner contre les journalistes, ça va se retourner contre tous. Parce que là maintenant vous allez piétiner la liberté d'expression. Voilà. Donc le mieux, c'est quoi? Mettez un comité en place, regardez-nous. Vous-même restez là-bas, essayez de découvrir le talent que chacun a et orientez-le vers ce talent. Et c'est fini, il manque de ça. Il laisse le désordre, c'est tout, c'est pas compliqué. Oui, c'est une solution qu'il apporte. C'est une solution. Mais moi je crois que c'est leur cuisine, comme on dit. C'est à eux-mêmes de s'organiser pour qu'on vienne les soutenir. Ce que dit Julio, c'est vrai. Et il dit quelque chose, et c'est pas vrai. Si le gouvernement est en mesure de couper, il y a des pays où on a suspendu tout TikTok. Hein. Il y a des pays même, la Chine a créé, c'est la Chine qui a créé TikTok, hein, si je ne m'abuse. C'est la Chine qui a créé, mais aujourd'hui vous ne faites pas ça là-bas. Parce qu'on a vu les déviances. On a vu que ça peut être outil de déviance. Je crois et ceux qui s'adonnaient à cela ont trouvé un autre refuge, un autre moyen de s'en sortir. Quand il dit que la majorité sont sans emploi et qui se retrouvent dedans, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas que c'est faux parce que je suis sûr que si quelqu'un qui est occupé, qui a un boulot, qui a du temps, qui a un travail, qui l'occupe, n'a pas ce temps-là à passer sur TikTok comme certains le font. Et ils en font carrément leur bureau, leur business. Aujourd'hui, c'est vrai. Il y a des gens qui gagnent leur vie grâce à cela. Donc, dès cet instant, je crois qu'on doit quand même encourager et mettre des balises pour qu'on puisse limiter les déviances, on puisse limiter les essais. Et pour le faire, je crois que ça doit venir d'eux-mêmes. Ils n'ont qu'à commencer déjà en leur sein à s'organiser. Ils n'ont qu'à se mettre en association. Mettez-vous en association. Oui, mettez-vous en association. Mettez-vous en association. Taillez-vous des tests. Mettez-vous des dispositions juridiques qui puissent vous protéger, qui puissent vous encadrer. Et il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir savoir extraire de vos grands ceux qui ne veulent pas rester dans Belton. Mais c'est un milieu de liberté. Oui, pardon. C'est un milieu de liberté. Oui, c'est un milieu de liberté. Les 91 000, il y a quelques-uns qui ne se retrouvent pas dans les tests qui sont taillés, mais ils vont faire cavalier solo. Aujourd'hui, vous êtes même Facebook. Quand bien même c'est un espace, nous, on s'est retrouvés en association. Il y a eu d'autres associations. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas dedans ne doivent pas respecter les principes, mais ça permet à ceux qui sont dedans, ceux qui militent dedans, de savoir qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et quand vous voyez, comme l'a dit Julio, quand vous voyez ceux qui ne sont pas dans ces genres de structuration, vous allez voir qu'il y a quand même une différence avec ceux qui sont dans ces genres de structuration. Je crois que s'ils se mettent dans des associations, s'ils se mettent dans des organisations pour encadrer un peu ce qui se fait, eux-mêmes, c'est pour leur bien. Ça va leur permettre quand même de savoir que désormais, quand tu es sur TikTok, quand tu as une audience, quand tu as atteint par exemple cette audience, tu ne peux plus par exemple te permettre ceci, tu ne peux plus te permettre cela. Il y a des tests qui régissent ça. Et ils les adoptent. Vous avez suivi les propositions de Richard Flash? Ben oui, j'ai suivi. Qu'est-ce
ça trouvé ça un peu, les gens ont trouvé ça un peu fort. Oui. Mais il a raison. Parce qu'il a dit, lui il est allé jusqu'à dire qu'en principe à 22 heures, qu'on doit empêcher par exemple des gens d'aller sur TikTok. Moi je ne suis pas d'accord parce que par exemple moi, je finis le boulot, je rentre à la maison, peut-être c'est à 21h, 22h, quand moi je suis dans mon lit, quand vous avez je prends mon téléphone et j'ai envie de rire un peu et je vais sur la page de l'autre là, comment il s'appelle, Gestapo, qui me fait bien rire. Moi j'aime bien son contenu. Voilà. Et qui vous ne le verrez jamais dans les histoires de buzz, de sexe, machin. Voilà quelqu'un quand même qu'on peut suivre. Donc il y en a parmi eux, même lui-même, il fait des trucs politiques, par moment, il revient. Ben, il y a certains qu'on peut encourager, qu'on peut appuyer et les orienter dans ce sens-là. Et moi je crois que en leur demandant d'aller dans une association ou aller en association. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Richard Flash? La proposition de Richard Flash, c'est rejeté. C'est même pas analysé avant d'être rejeté. C'est rejeté. Oui. Pourquoi c'est rejeté? Oui. Si on rentre dans ça, tous les Béninois de la diaspora là, ils vont tous mourir de dépression là-bas. C'est eux qui suivent les lives de nuit. Parce qu'ils passent toute la journée à ne pas parler avec Nanfi, Nangan, à ne pas faire papatoya. Ils sont stressés. Ils sont stressés là-bas. C'est eux qui nous suivent. Vous pensez que c'est les Béninois, les mamans de Tokpa, elles ont le temps de nous suivre. C'est les gens de la diaspora qui nous suivent. Quand vous voyez 10 000 personnes là, sachez qu'il y a 8 000 qui sont des mecs qui sont les Béninois de la diaspora. C'est que vous savez pas. Eux là-bas, là, ils n'ont pas de famille. Donc c'est nous, on est leur famille, ils se sentent chez eux. Ils se sentent au Bénin. Donc du coup, on est là, on fait le béret. Eux-mêmes, ils sont dedans, ils sont des panélistes, ils sont dedans. Ils font le béret avec nous. Ça les permet maintenant de se calmer parce que demain, il n'y aura personne encore pour causer avec eux. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a ce côté-là qu'il ne faut pas oublier. Richard Flash, lui, il dit n'importe quoi. Non, il dit n'importe quoi. Il dit ce bon, il fait une proposition. Richard Flash n'est pas du tout. Non, avant même que Richard Flash même qui parle là, avant que lui, il doit sortir pour parler, il n'a qu'à venir nous voir. Pour qu'on lui explique d'abord ce que vous vivez. Est-ce que lui, il sait que la nuit, à partir de 22h là, ce sont les Béninois de la diaspora qui nous suivent. Et que nous, on est là, on est leur docteur. C'est à cause de nous, ils ne sont pas dépressifs. Oui, Julio Toubetti, en tant que juriste, quand vous écoutez les uns et les autres, et avec la réalité de ce que nous abordons ce soir, est-ce qu'il y a une solution, je dirais probable, pour réglementer un peu? Non, avant d'aller la solution même réglementer, je prends la proposition de mon ami. Oui. Et malheureusement, lorsque les pouvoirs publics vont vouloir intervenir, ils ne vont pas chercher à régler les questions de qui a besoin de ci, qui a besoin de ça. Oui. Parce que quand on veut régler une déviance, on règle la déviance. Oui. C'est-à-dire on va pas voir. C'est comme un peu la lutte contre la cybercriminalité. Les gens disent il faut, parce que beaucoup sont au chômage, il faut leur trouver du boulot d'abord avant de dire qu'on va lutter contre la corruption. Non. Contre la cybercriminalité, non. Les pouvoirs publics, lorsqu'ils interviendront pour régler un problème de déviance. Les questions de chômage, ça fait partie d'un autre registre qui fera l'objet peut-être d'une autre réflexion. C'est pourquoi en fait je suis en train de parler de la réalité. Et nous sommes tous au Bénin, on sait comment un peu les choses se passent. C'est pourquoi je parle d'une question de responsabilité d'abord à la base par rapport à un domaine qui se développe. Autre chose, c'est que je suis d'accord que les consommateurs que nous sommes avons un impact sur le contenu de ce que nous comment dire, sur le contenu de ce qui est produit. C'est ce que d'autres appellent algorithme d'une certaine façon. Christian, lorsque vous allez sur TikTok, vous tombez sur vidéo de monsieur Tchéké, vous restez 3 minutes, 4 minutes. Le soir, quand vous allez ouvrir encore, vous allez tomber sur ces contenus. Ouais. D'accord? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la capacité, à votre capacité à vite vous, comment dire, vous extirper de ce qui vous dérange. Je tombe sur une vidéo de ça, j'extirpe rapidement. Demain après demain, ça ne va pas plus me proposer ce genre de contenu. Je tombe sur une vidéo de Wi-Fi qui parle peut-être de politique et c'est tout ça. Vous verrez ça sur TikTok, vous verrez ça beaucoup plus sur YouTube encore. Oui. C'est-à-dire c'est par rapport à ce qui vous plaît, sur quoi vous vous attardez. C'est ces contenus-là qui vous sont proposés. C'est-à-dire que nous aussi consommateurs, par rapport à ce à quoi nous sommes exposés, nous en sommes quelque
peu responsable. Donc chacun choisit d'abord ce qui lui plaît, ce qu'il a envie en fait de suivre. Mais ça n'empêche pas de dire nous sommes dans une communauté, nous sommes au Bénin, nous avons des valeurs et quels que soient les buzz ou bien les visibilités qu'on va rechercher, faisons en sorte d'accord à limiter quelque peu d'une certaine façon les dégâts. Vous savez par exemple, parce qu'on ne sait pas tous ceux qui sont exposés à cette contenu-là, le code du numérique a prévu en l'article 545 et suivant que le fait d'exposer par exemple des mineurs à des contenus pornographiques par exemple est passible de peine d'emprisonnement. Donc à partir de ce moment-là, si toi tu fais ton contenu, je prends un exemple, un parent qui monte un truc là sur, ne sais pas, l'enfant de 16 ans prend un téléphone, est connecté et qui, bon, pas méga, va sur des contenus qui ne sont pas à son âge, je pense à un fait que si on remonte la pente, l'auteur de ce contenu peut d'une certaine manière être inquiété. Et donc à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de gens, moi je lis beaucoup de choses, publicité, comme il y a des gens qui sont devenus célèbres, c'est bizarre. Il y a des gens qui sont devenus célèbres par exemple en ne faisant que la promotion des plantes. Oui. Il y en a qui sont devenus célèbres en vendant leurs articles. C'est-à-dire quoi? Ils font la publicité de leurs articles et je les vois même dans le cercle des influenceurs. Ils deviennent influenceurs. Oui. Alors que le monsieur ne vend que ses meubles par exemple, de cette façon. Mais ça dépend. Tout dépend de la manière dont chacun le fait et de la fréquence avec laquelle on le fait. Ils connaissent le technique d'une certaine façon. Donc on n'a pas besoin de dire que parce que nous aimons trop le sexe, il faut forcément aller au sexe ou bien il faut insulter X ou Y, d'accord, pour se faire intéresser. Les insultes sont devenues vraiment très faciles sur les réseaux sociaux. Il faut véritablement chercher à encadrer. Moi je ne sais pas, sincèrement il faut le dire. Moi je n'entends pas voir TikTok ou contenu de TikTok avoir des difficultés demain ou bien des limitations ou des restrictions d'accès. Je n'entends pas voir ça. Donc à partir de ce moment-là, travaillons à la base à régler les choses avant l'intervention des pouvoirs publics. Oui. Aux gens là, et les gens de brigade des mœurs là, ils n'ont qu'à prendre tout, nous tous là, ils n'ont qu'à nous mettre dans une salle, ils n'ont qu'à faire une formation. C'est-à-dire un peu masterclass d'une journée. Oui. Si vous êtes sur Internet, ça là. Si vous faites ça, on va vous attraper. Si vous faites ci, on va vous attraper. Ils n'ont qu'à faire des masterclass. Voilà, ils n'ont qu'à faire ça. Maintenant, il faut quoi là-bas concrètement? Gens attendent. Écoute, c'est pas ça justement. Eux-mêmes n'ont qu'à rentrer dans la sensibilisation. Nous, on va relayer. On est là, nous sommes des relais. Donc, ils n'ont qu'à nous aider à bien jouer notre rôle aussi. Je pense que votre message est passé. Tchéké Guido. Merci beaucoup. Et sur vos vidéos aussi, vous pouvez vous proposer ça. Je le fais. Actuellement, je suis même trop inspiré. Même les vidéos qui vont venir là maintenant. Je ne vais pas les rater. Merci beaucoup. Merci de votre disponibilité. C'était en toute franchise avec vous, Tchéké Guido, de son vrai nom, Gerson Patrice Yebaduro, vous êtes blogueur, Tchéké Guido sur la toile, merci beaucoup, merci à vous. Wilfried Padonou, merci à vous, Julio Tometti, pour votre contribution au débat ce soir. Et c'est sur cela, en toute franchise, que nous refermons ce numéro de votre émission hebdomadaire, le grand rendez-vous. Merci à chacun et à tous. Si vous avez aimé, eh bien, faites-nous savoir. Portez-vous bien, au revoir.